Vous êtes data scientist dans une entreprise, par exemple une entreprise spécialisée dans la construction de solutions d'intelligence artificielle pour la détection de fraude financière. Vous venez de construire un modèle de détection de fraude. Une situation très courante dans laquelle les data scientists se retrouvent en entreprise est qu'à la fin du processus de création de modèles, ils ne savent pas exactement comment convaincre les non-data scientists, c'est-à-dire les profils non techniques, que leur modèle en vaut la peine. Ils n'arrivent pas à convaincre les gens. Ils peuvent avoir des métriques de performance de leur modèle sous certaines visualisations statiques, mais souvent les data scientists n'ont aucun moyen facile de permettre aux autres membres de leur équipe de pouvoir interagir avec leur modèle d'apprentissage automatique. Vous aussi, en tant que data scientist dans cette entreprise, vous vous retrouvez dans cette situation, avec sous les bras votre notebook qui contient plein de lignes de code que pratiquement vous seul comprenez. Mais il faudra forcément que vous soyez capable de présenter votre travail à votre équipe. Sans cela, votre travail ne pourra être validé. Si personne ne comprend votre travail en entreprise, vous allez être le meilleur développeur, le meilleur codeur, le meilleur ingénieur machine learning. Ça ne vaut pas la peine. Personne ne validera votre travail et les gens vont même se dire que vous ne faites rien parce que vous n'apportez aucune valeur ajoutée. Personne ne comprend ce que vous faites. Alors ça ne sert à rien. Alors quand on se retrouve dans cette situation précise là, comment faire? L'une des solutions les plus simples et que je vais vous proposer au travers de ce tutoriel, c'est de construire une application web en utilisant une framework très simple. Je vais utiliser Streamlit, qui est une framework Python, afin de permettre à vos collègues de l'équipe business de pouvoir interagir avec chaque étape du processus de machine learning à travers de simples clics. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une petite démo de l'application que nous devons construire au thème de cette vidéo. C'est une application web de machine learning pour la détection de fraude par carte de crédit. Et j'ai utilisé le jeu de données Credit Card que j'ai retrouvé dans Kaggle. Il faut savoir que ce jeu de données est anonyme. Donc, ici, je coche données brutes. Ça me permet d'afficher un échantillon de mon jeu de données. J'ai une variable time. J'ai des variables de V1 à, je pense, V28. Donc, l'objectif ici n'est pas de comprendre ce que veut dire ces variables-là. J'ai une variable amount qui représente le montant de la transaction. J'ai une variable classe qui est ma variable cible, c'est une variable binaire. Donc 0, ça indique que la transaction n'est pas frauduleuse compte tenu de ses caractéristiques. Et 1, ça indique que la transaction est frauduleuse. Pour ceux qui connaissent un peu ce jeu de données, vous savez qu'il présente un déséquilibre de classe. J'ai une vidéo dans ma chaîne qui parle du déséquilibre de classe et comment vous pouvez le traiter. Je rappelle que cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous apprendre à construire des modèles de machine learning avec Python. Au contraire, comprendre le workflow machine learning avec Python et savoir être initié à la construction de modèles de machine learning avec scikit-learn est un prérequis. Pour ceux qui sont totalement débutants, vous trouverez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui peuvent vous aider à démarrer. J'ai plein de vidéos qui peuvent vous aider à démarrer en machine learning avec Python au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, allez-y, regardez les vidéos et surtout, abonnez-vous. Donc, je continue mon exploration de l'application que je vais vous aider à construire au cours de cette vidéo. Étant donné qu'il s'agit d'une tâche de classification, on donne le choix à l'utilisateur de pouvoir choisir lui-même son algorithme. J'ai choisi 3 algorithmes pour ce petit exercice que nous allons faire ensemble. Random Forest, donc modèle de forêt aléatoire, support vecteur machine et régression logistique. D'accord? Si par exemple je choisis régression logistique, donc regardez bien le menu latéral ici.
Quand je choisis les régressions logistiques, qu'est-ce qui se passe? Le menu latéral change automatiquement et j'ai les hyperparamètres de l'algorithme de régression logistique de scikit-learn. Moi, j'ai choisi par exemple de travailler avec C, le paramètre de régularisation, et avec le nombre maximum d'itérations possibles. Donc, vous savez que souvent, quand on augmente ce nombre d'itérations, le modèle se comporte mieux. D'accord? On a de meilleures performances. Donc, je vais le mettre à 500 par exemple, le nombre d'itérations. Je vais laisser ainsi le paramètre de régularisation. Je vais choisir les métriques d'évaluation. Donc ce n'est pas des métriques d'évaluation en tant que telles. Mais ce sont des courbes qui vont me permettre d'apprécier, en tout cas des graphiques qui vont me permettre d'apprécier la performance de mon modèle. Et ici, je choisis les trois possibilités, matrice de confusion, la courbe précision recall et la courbe ROC. Donc, dans mes autres vidéos, vous allez voir les explications de ces différents graphiques. Je clique sur exécution et le modèle va tourner en arrière-plan et m'afficher les résultats. Donc, il me dit logistique régression résulte, accuracy 1, précision 0,75, recall 0,55. Il me présente la matrice de confusion. Donc, j'ai le nombre de transactions authentiques, le nombre de transactions frauduleuses, et j'ai au niveau aussi les prédictions. Donc, je peux analyser ma matrice de confusion. J'ai ma courbe ROC et j'ai la courbe précision recall aussi. Donc, tout ça pour permettre aux utilisateurs de comprendre. Donc, lorsque vous êtes data scientist et que vous présentez un travail comme ça, franchement, c'est mieux que de présenter des lignes de code que personne ne comprend. Là, les utilisateurs y voient clairement de quoi il s'agit et eux-mêmes, finalement, ils peuvent jouer avec les hyperparamètres et voir comment cela améliore les métriques. Donc, ça dépend de la méthode d'évaluation que vous avez choisi ensemble. Et vous-même déjà, vous pouvez leur expliquer les choses à travers ces graphiques-là. Je fais un deuxième exemple. Je choisis par exemple le modèle de forêt aléatoire. Nous savons que pour cet algorithme, les hyperparamètres principaux qu'il faut régler, c'est le nombre d'arbres dans la forêt et la profondeur maximale d'un arbre. Donc, le nombre d'arbres dans la forêt, ici par exemple, je vais le mettre peut-être à 500. D'accord? Ici, je vais mettre le nombre, la profondeur maximale d'un arbre à 5. Je vais dire échantillon bootstrap lors de la création. Je mets force par exemple et je choisis toujours les trois courbes là, les trois graphiques et je clique sur exécution. Donc ça va tourner encore, ça tourne et ça va m'afficher les résultats. Donc là, il m'affiche les résultats. Accuracy 1, toujours précision 0.83, recall 0.68 et j'ai les différents graphiques. Donc vous voyez que ça c'est interactif. Ça permet vraiment aux autres de vous comprendre. Et vous aussi, ça vous permet de mieux expliquer votre travail. En data science, surtout en entreprise, ce n'est pas la longueur de votre code, bien la quantité de code que vous avez écrit. C'est votre capacité à pouvoir transmettre les résultats de vos analyses et de votre modèle de machine learning. Et donc, Streamlit est un framework facile à prendre en main et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo pour vous montrer comment construire ce genre d'application web qui permettra de transmettre et d'expliquer les résultats de vos travaux de machine learning. Donc sans plus tarder, nous allons passer au code. Alors, moi je vais utiliser comme éditeur de code Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code Python. Vous pouvez utiliser Jupyter Lab si vous êtes habitué à travailler dans les notebooks Jupyter. Vous pouvez aussi utiliser PyCharm et d'autres que vous connaissez aussi. L'essentiel, c'est de pouvoir écrire le code Python. Comme prérequis, je le disais tantôt, vous avez besoin de connaître le workflow d'un projet machine learning. J'ai plein de vidéos à cet effet. Je mettrai les liens dans la description de celle-ci ou en commentaire.
vous avez aussi besoin, vous devez être initié à la construction de modèles de machine learning avec scikit-learn. D'accord? Donc, scikit-learn qui est la librairie la plus utilisée en data science en ce qui concerne la construction de modèles de machine learning. Je me retrouve dans mon répertoire principal. J'ai mon jeu de données Credit Card. Je vous mettrai le lien en commentaire pour retrouver cette donnée, pour pouvoir reproduire cet exemple. Je vais créer maintenant mon fichier Python que je vais appeler app.py. Donc, c'est un fichier Python, tout simplement. Et nous allons commencer par coder. Première chose, il faut commencer déjà par importer les fonctionnalités nécessaires. Donc, je vais importer Streamlit, Pandas, NumPy et les fonctionnalités ou bien les modules nécessaires de scikit-learn. Donc, je rappelle que vous avez besoin d'installer Streamlit, Pandas, NumPy, sklearn, même Matplotlib si vous ne les avez pas encore installés dans votre machine. D'accord? Mais pour ceux qui utilisent Anaconda, souvent, c'est déjà fait. Donc, maintenant, nous allons définir la fonction principale de qui va contenir notre application. D'accord? If voilà. Donc, ça, nous allons tout écrire à l'intérieur de cette fonction-là. OK? Maintenant, une fois que, je ne sais pas pourquoi c'est marqué en rouge là. Une fois que nous avons défini notre fonction main, nous pouvons maintenant mettre l'entête de notre application, peut-être mettre un titre aussi. Donc, application de machine learning pour la détection de fraude par carte de crédit. OK. Voilà. Donc, nous pouvons aussi mettre l'auteur, tout ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre un sous-titre, par exemple, pour mettre l'auteur. D'accord? Et pour exécuter, c'est tout simple. Vous venez là, vous faites New Terminal et on va exécuter ça avec Streamlit Run app.py. Et il va nous l'exécuter dans notre navigateur par défaut. Le navigateur par défaut de notre ordinateur. Donc, application de machine learning pour la détection de fraude par carte de crédit. Et auteur Josué Afouda. Tout simplement. Donc, jusque-là, pas de souci. La première chose à faire en data science, c'est la collecte des données et l'importation et leur importation. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire. Nous allons créer une fonction qui charge les données. Donc, j'ai mes données, le jeu de données Credit Card qui se retrouve dans le même répertoire que mon code Python, que le code de mon application. Je vous invite à le faire aussi. De toute façon, vous aurez le lien du jeu de données et vous pourrez aller le télécharger. Il est gratuit.
Et vous pouvez le retrouver gratuitement aussi dans Kaggle. Donc, je vais créer une fonction d'importation des données. D'accord? Donc, je fais df load data. Tout simplement utiliser la fonction read, la méthode read CSV de pandas. Donc, mon jeu de données s'appelle creditcard.csv. Voilà. Et il me retourne la variable data. Voilà. Je fais CTRL S pour exécuter. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai mon jeu de données. Alors, une particularité, comme je sais de toute façon que au moment de l'exécution de mon application, d'accord, c'est toujours ce jeu de données qui sera appelé. Même si l'utilisateur change d'algorithme, il va toujours travailler avec ce jeu de données. Et pour diminuer l'utilisation de la mémoire de mon ordinateur lorsque mon application s'exécute, parce qu'il faut comprendre que si en exécutant votre application, si elle sollicite trop la mémoire RAM de votre ordinateur, l'application va être lente. D'accord? Donc, à chaque fois que vous exécutez une variable, il faut pouvoir la mettre, si vous la mettez en mémoire et que cette variable ne change pas de valeur à une autre exécution, d'accord, de votre application, il serait coûteux, voire inefficace d'exécuter encore cette variable-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, vous avez fait une première exécution de votre application. Ça a exécuté des variables. Supposons que ça a exécuté une variable data qui est la data frame que vous utilisez dans votre application. D'accord? Si vous faites une deuxième exécution de votre application, ça va encore recalculer data. Alors, si data est la même, doit être la même à chaque exécution, il vaut mieux alors sauvegarder en mémoire votre variable data. Donc, si à une exécution, elle ne va pas changer, il vaut mieux aller la récupérer seulement au lieu de la recalculer à nouveau. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser une fonctionnalité de Streamlit qui est très, très simple à utiliser. Donc, et Streamlit Cache. Donc, ça va permettre de sauvegarder en mémoire nos variables. Donc, je vais mettre persist égale through. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'exécute mon application, ça va appeler le jeu de données, ça va charger le jeu de données. Si je fais une deuxième exécution en choisissant par exemple un autre hyperparamètre, une autre valeur d'un autre hyperparamètre, tant que data n'a pas changé, la mémoire RAM ne sera pas sollicitée pour la recalculer encore une fois. Donc, je vous conseille à vraiment utiliser ce genre de catching, on dit en anglais catching, dans vos applications pour être beaucoup plus efficace et faire en sorte que votre application ne soit pas lente. D'accord? Voilà. Vous pouvez aller chercher plus d'informations dans la documentation de Streamlit par rapport à cette fonctionnalité cache. Alors, maintenant, lorsque j'ai chargé mes données, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais créer, je vais permettre à l'utilisateur de pouvoir voir parce que, regardez, si je fais CTRL S et que j'affiche à nouveau mon application, il n'y a rien qui change, je n'ai rien, j'ai toujours la même chose parce que le code est en back-end, mais l'utilisateur ne voit rien dans l'interface, dans le front-end. OK? Donc, pour permettre à l'utilisateur de pouvoir afficher la data frame, je vais écrire un petit code. Donc, je mets en commentaire affichage de la table de données. Donc, j'ai df
df, c'est load data, la fonction load data, tout simplement. Et je vais prendre un échantillon. Je vais pas tout afficher, sinon ça va être trop lent. Je vais prendre un échantillon, d'accord, de df. Donc df sample, ça va être df, j'applique la méthode sample. Je vais dire sans, par exemple, sans observation, c'est largement suffisant. Et je vais écrire un petit code. Maintenant, si, par exemple, si je fais stwrite df, j'exécute. stwrite, CTRL S. Je retourne dans le navigateur pour voir l'application. Normalement, il doit m'afficher. Il me dit Always Rerun. Donc, je clique Always Rerun. Il va... Voilà. Donc, stwrite, j'ai ça. J'ai ma data frame qui est affichée. OK? Mais moi, je ne veux pas l'afficher par défaut comme ça tout le temps. Je vais permettre à l'utilisateur de pouvoir l'afficher ou de ne pas l'afficher. D'accord? Parce que euh, après, il aura plein de choses à voir, les graphiques, tout ça. Il ne faut pas que ça prenne trop de place inutilement. Donc, dès qu'il a vu la data frame, il donnez-lui une façon de pouvoir décocher l'affichage de la data frame pour qu'il puisse voir tout simplement les résultats de la modélisation. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser tout simplement le menu latéral avec la fonction checkbox. D'accord? Je reviens dans le code. Donc, et ça, je vais le mettre en commentaire. Je vais dire if st sidebar pour faire aller dans le menu latéral, dans la barre latérale, donc checkbox. Je vais dire données brutes, afficher les données brutes. OK. Et par défaut, vous savez que checkbox, c'est deux valeurs, soit c'est vrai ou faux. Quand c'est coché, ça veut dire c'est vrai. Quand c'est décoché, ça veut dire c'est faux. Donc par défaut, je vais le décocher. OK, c'est pour ça que j'ai mis false. If ça, st sub header maintenant. OK, je peux mettre, je n'ai même pas besoin de le faire. D'accord, sinon je peux mettre un sous-titre comme ça pour lui dire jeu de données credit card. OK, jeu de données credit card, échantillon de 100 observations. D'accord, échantillon de 100 observations. Voilà. Donc, maintenant, je fais le stwrite dans ce if là. OK, donc, j'exécute. Je reviens voir. Alors, il va me faire normalement l'actualisation. Donc, normalement, tout est bon. J'ai créé le checkbox au niveau du menu latéral. Donc, ici, c'est affichage. Hein. Affichage. CTRL S. Voilà. Donc, vous voyez, le menu latéral. Dans le menu latéral ici, j'ai affiché les données brutes. Quand je coche, les données brutes sont affichées. Et le sous-titre que j'avais mis, échantillon de 100 observations, est affiché. Si je décoche, voilà. OK. Donc, on revient. Maintenant,
je vais peut-être mettre le résultat là. Ok, on évolue. Une fois que j'ai fait ceci, qu'est-ce qui me reste à faire? Souvent, en machine learning, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Donc, un jeu pour valider le modèle, ok? Pour voir si le modèle est capable de généraliser sur des données qui n'ont pas servi à son entraînement. Donc, on fait un split en, du jeu de données en deux ensembles, en deux sous-ensembles, entraînement et test. Ok, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous allons créer une fonction pour le faire. Sachant que ce procédé, c'est un procédé aléatoire, je vais mettre un seed. Je vais dire création. Bien, je vais mettre tout simplement train test split. D'accord? Division aléatoire en jeu d'entraînement et jeu de test. Ok? Je vais créer une fonction que je vais appeler split qui va prendre ma data frame df. D'accord? Qui prend un argument df et je vais faire tout simplement un train test split. Ok? Donc, df et y, ma variable cible. Donc, la variable classe. D'accord? Et tous les autres, ce sont les features. Les features qui vont nous servir à expliquer ou bien prédire la variable cible. Donc, is égale df drop. Donc, il faut que j'enlève la variable cible. Donc, que j'enlève classe. Attention, assise, il ne faut pas oublier, si je dois faire une suppression d'une colonne, je dois mettre assise égale à 1 pour la méthode drop. D'accord? 1 représente les colonnes et 0 représente les lignes. Et je vais utiliser la fonction train test split de sklearn. Donc, is_train, is_test, y_train, y_test sera égal à train test split. J'ai is, y, test size, je vais dire par exemple 0.2, d'accord, et random state égale à seed pour m'assurer de la reproductibilité. Donc ça veut dire que à chaque division, à chaque exécution, j'aurai la même division. Parce que la division aléatoire de train test split, c'est une division, c'est un processus aléatoire. Donc, c'est une division aléatoire. Si vous ne vous assurez pas de la reproductibilité du système, ça veut dire qu'à chaque fois que vous exécutez le code, ça fera différentes divisions. Et comme ça, vous n'allez pas vraiment pouvoir juger de la performance de votre modèle. OK? Donc, maintenant, il y a un argument que je vais ajouter aussi, stratify égale y. Pourquoi j'ajoute cet argument? C'est justement parce que je suis en face d'un problème de déséquilibre de classe. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Je suis en face d'un problème de déséquilibre de classe pour m'assurer que à chaque fois que je fais mes divisions, les deux sous-ensembles aient les mêmes proportions que celles dans le jeu de données original. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'avais 20%, je donne un exemple ainsi, j'avais par exemple 15% de transactions qui étaient frauduleuses dans mon jeu de données originel, il faut que quand je fais la division, que dans mon jeu d'entraînement aussi, j'ai 15% de données de transactions qui sont frauduleuses et que dans mon jeu de test aussi, que j'ai 15% de transactions qui sont frauduleuses. Parce que si je n'ai pas la même distribution que dans les données originelles, et dans les données d'entraînement, ça va fausser, ça va biaiser un peu mon résultat. D'accord? Ça va biaiser mon résultat. Donc, je m'assure que dans les deux ensembles, train et test et train,
j'ai la même distribution de ma variable cible. C'est pour ça que je mets stratify égale Y. Alors, pour mieux comprendre ces aspects du machine learning, je vous conseille vraiment d'acheter mon livre Machine Learning par la pratique, où vous allez retrouver des projets, rien que des projets. Ce sont des projets qui ont été traités dans différents domaines, que ce soit en régression, en classification, en clustering, d'accord, dans du machine learning supervisé, non supervisé. Vous avez même la prédiction de séries temporelles. Donc, vous avez des domaines, des projets dans le marketing, dans l'immobilier, dans la finance, etc. et qui vont vous permettre de comprendre facilement les aspects du machine learning. Comment construire un modèle de machine learning. Je vous mettrai le lien de ce livre-là dans la description de cette vidéo. Et vous allez pouvoir vous le procurer et vraiment le lire, faire les projets et vraiment être dans le bain. Parce que c'est vrai que je vais donner quelques explications en partant, mais vraiment, je ne vais pas aller en profondeur parce que ce tutoriel, c'est vraiment un tutoriel pour Streamlit, d'accord? Dédié à Streamlit. Comment exécuter une expérience machine learning directement à l'intérieur de Streamlit. Donc, j'ai créé ma fonction split qui me permet de faire la division en jeu d'entraînement et de test. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste à construire mes modèles. On est d'accord. Il me reste à appliquer les différents algorithmes et construire mes modèles. Mais avant, bon, si c'est ça, allons-y à la construction du modèle. On va suivre le workflow en tout cas en machine learning. Là maintenant, on va commencer par entraîner les algorithmes. Donc par exemple, j'ai écrit ma fonction split. Maintenant, je vais créer effectivement mes données d'entraînement et mes données de test. Donc, isTrain, isTest, yTrain, yTest et j'applique tout simplement la fonction df. D'accord? Donc df. Donc ici par exemple, je pouvais mettre, je sais pas, data frame. Hein. Ça prend une fonction data frame, un argument data frame et ici j'ai data frame pour que vous compreniez vraiment. Je préfère data frame et ici data frame. Ok. Donc ça prend une data frame. Ici data frame sera égal, l'argument data frame sera égal à df. Vous vous rappelez, df c'était quoi? Df c'était loads data. D'accord? L'importation des données brutes. Alors, pourquoi je travaille directement avec les données brutes sans passer par leur nettoyage? Parce que je sais déjà que il n'y a pas de valeur manquante au niveau de mes données. Mais, cela n'empêche de faire une analyse exploratoire. Comme ce n'est pas l'objectif ici, c'est pour ça que j'ai choisi un jeu de données plus ou moins propre. Je ne dis pas qu'il est à 100% propre parce qu'on n'a pas vérifié s'il y a les valeurs aberrantes, les outliers, si voilà, on n'a pas vérifié un certain nombre de choses qu'il faut forcément vérifier. D'accord? Systématiquement, quand vous avez des données et que vous allez utiliser dans un projet de machine learning, vous devez forcément faire une analyse exploratoire pour comprendre ces données et savoir est-ce qu'il y a des étapes de pré-processing nécessaires. D'accord? Quand on a regardé le jeu de données, on a vu que les variables étaient pratiquement à la même échelle, il n'y avait pas de problème. Mais n'empêche, on peut quand même faire un nettoyage. Ce n'est pas l'objectif ici, donc je ne le fais pas. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je construis vraiment un modèle de machine learning de A à Z, en passant par l'importation, le nettoyage, le pré-processing, la modélisation et même le déploiement dans une application web, par exemple. Donc, j'ai mon jeu d'entraînement et de test, d'accord? Maintenant, je vais créer une liste dans laquelle je vais stocker
non, je ne vais pas créer une liste. D'abord, je vais permettre à l'utilisateur de choisir un classificateur parce que, rappelez-vous, ça doit être interactif. Donc, nous, on ne veut pas faire comme dans les notebooks, on fait, puis voilà, on veut que ça soit interactif. Donc, par exemple, on peut commencer par Random Forest, par écrire le code de Random Forest. OK? On va écrire le code de Random Forest. Avant ça, on va créer une variable qu'on va appeler classifier. D'accord? Toujours dans le menu, dans la barre latérale, ce sera un select boss. On peut faire tout ce qu'on veut, un radio bouton, select boss, tout ce qu'on veut. Mais bon, moi je vais prendre un select boss. D'accord? Ça peut être, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pour permettre à l'utilisateur de choisir. Donc, un select boss qu'on va appeler classe algorithme de classification, bien classificateur. Classificateur. Et les choix possibles sont Random Forest, Super Vector Machine et régression logistique. Ce sont les choix possibles. OK? Donc, je prends Random Forest. SVM. Je vais mettre SVM pour être plus court. Et logistique régression. D'accord? Donc, voici mes choix possibles. J'ai créé ma variable. Maintenant, si je commence, je peux exécuter. Hein, on va revoir un peu encore ce qui se passe au niveau de l'application. Tac, tac, tac. Classificateur. Random Forest SVM. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a une erreur cannot impact non-iterable non-type object split data frame. Bon, je vais revoir le problème. Donc, df split, ça prend en argument data frame, y data frame class. Ah oui, data frame point drop. Is y test size 0.2 stratify égal random state égal à 6. Ok, je vais quand même ajouter ici aussi la fonction pour faire le catching. Je ne suis pas sûr que c'est à cause de ça il y a erreur, mais je l'ajoute quand même parce que si c'est la même division, voilà, pas besoin de l'exécuter à chaque fois, donc il faut sauvegarder quand même la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Instrain is test y-train égale split data frame égale df. Bon. Je mets df ici, voilà, df, 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 split df tout simplement. Qu'est-ce qui peut donner l'erreur? Donc, on reprend du début. Alors, on a importé les données. On fait un affichage. Affichage de la table de données. df égale load data. df sample, c'est un échantillon.
Donc, c'est white df, df sample plutôt. Je voulais afficher df sample et non df. D'accord. J'ai ici le seed, le trend test split, df, ok. Et voilà, c'est bon. D'accord. Donc, je regarde à nouveau. J'ai ici affiché les données brutes, c'est bon. Classificateur, j'ai trois algorithmes, Random Forest, SVM et Logistic Regression. Pour le moment, elle ne change rien. Pas de souci. C'est bon jusque là. Et je peux continuer. Donc, supposons que, voilà, je vais commencer par Random Forest. Donc, je vais dire si, alors, le classifieur, dans la variable que j'ai créée, classifieur, si c'est égal à Random Forest, il faut que je m'assure que j'ai bien écrit ça exactement comme dans le select boss. Donc, si c'est Random Forest, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un je vais faire le menu, d'accord, pour pouvoir faire le réglage des hyperparamètres. Donc, le réglage des hyperparamètres, vous savez que c'est très important en machine learning. Donc, je vais faire sidebar, je vais faire subheader, ok, hyperparamètres, hyperparamètres du modèle. Les hyperparamètres pour Random Forest, on sait que les plus importants, c'est le nombre d'arbres dans la forêt, d'accord? Et la profondeur d'un arbre. Et peut-être le bootstrapping, d'accord? Peut-être le bootstrapping. Donc, je vais choisir les trois là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire sidebar. Je vais faire un number input parce que c'est un nombre entier naturel, le nombre d'arbres dans la forêt. Je vais écrire nombre d'arbres dans la forêt. Je peux dire choisir le nombre d'arbres dans la forêt. Ok. Choisir le nombre d'arbres dans la forêt. Et ça, c'est le label de mon number input là. Maintenant, je vais mettre les valeurs par défaut. Donc, 100. Je vais mettre un maximum, donc un minimum et un maximum. Je vais mettre par exemple comme maximum 1000 par exemple. D'accord? Je vais dire step égale aller de 10 en 10. Et la clé, c'est n estimator. Je vais appeler ça n estimator. Parce que tout ça, ça doit avoir des clés. D'accord? Si vous connaissez vraiment le développement web dans Streamlight, donc tout ce qu'on crée, en tout cas tout ce que vous devez utiliser, d'accord, vous devez avoir les clés. En fait, directement, c'est ça quoi, n estimator là, la variable. Ça, c'est dans une ancienne version de Streamlight, on avait besoin de ça. Je pense qu'on n'a plus besoin de ça tellement. Je vais voir si je ne dis pas de bêtises. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Number input, j'ai mis le label, euh, le minimum, le maximum, et je vais aller de 10 en 10. D'accord? Si je fais CTRL S, je vais voir ce que ça donne. Au niveau de mon application, c'est un peu décalé, je trouve. Peut-être parce que mon ordinateur est un peu lent.
Je sais pas. Mais je trouve que ça prend du temps à s'exécuter, à faire la mise à jour, je veux dire. Donc j'attends un peu. Donc on attend que que la mise à jour se fasse. Bon, en attendant que la mise à jour se fasse, on va continuer et après je vous montre dès que elle est affichée. Donc j'ai le nombre d'estimateurs. Je vais faire maintenant, comment on appelle, la profondeur d'un arbre. D'accord? Ça c'est le nombre d'arbres dans la forêt. J'ai l'hyperparamètre profondeur d'un arbre. Donc massDef, le massDef. Attention, je dois écrire pour que ça marche, parce que après je vais les utiliser. Il faut que j'écrive exactement de la même manière que dans sklearn. Dans sklearn, ces arguments s'appellent nEstimator massDef. Donc il faut que ça doit être compris. Donc, étant donné que je vais utiliser ces variables après dans le code, il faut que j'écrive exactement comme dans sklearn. D'accord? Donc, regardez la documentation des algorithmes que vous voulez utiliser et écrivez bien le nom des hyperparamètres. C'est très important. Donc, st sidebar. Là aussi, c'est un nombre input parce que c'est un nombre entier naturel. La profondeur maximale d'un arbre. Donc, profondeur maximale d'un arbre. OK. Et là aussi, je vais mettre les valeurs. Je vais mettre les valeurs, la valeur minimale, donc 1. La valeur maximale, je vais mettre 20. Je peux mettre step égale 1 pour aller de 1 en 1, d'accord? Ok. Maintenant, je vais faire le troisième hyperparamètre que je veux tenter, le bootstrap. Donc, bootstrap. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est écrit dans scikit-learn. N'hésitez pas à regarder la documentation. Là, je vais utiliser un radio, d'accord, pour faire true or false. Ok. Donc, soit est-ce qu'on fait un bootstrap lorsqu'on crée les arbres ou est-ce qu'on ne fait pas un bootstrap? C'est ça en fait. Donc, échantillon bootstrap, échantillon bootstrap lors de la création d'arbres. D'accord? Et il y aura deux valeurs, true ou false. Ok? Donc, ça, c'est parce que je sais un peu comment fonctionnent ces hyperparamètres. J'ai regardé la documentation dans scikit-learn. Je sais que pour Bootstrap, c'est true or false. D'accord? Le nombre d'estimators, c'est le nombre, et le n-estimator, c'est des nombres entiers naturels. Le massDef aussi, c'est des nombres entiers naturels. Donc, c'est très important de connaître les hyperparamètres que vous voulez utiliser dans vos algorithmes. OK? Et là, maintenant, je vais faire CTRL S pour voir ce que ça donne niveau application. Donc, regardez niveau application.
Quand je suis là, par exemple, SVM, logiciel, il n'y a rien, mais quand je clique sur Random Forest, voilà, j'ai choisi le nombre d'arbres dans la forêt, profondeur maximale. Je pouvais écrire choisir la profondeur maximale aussi d'un arbre, échantillon Bootstrap lors de la création d'arbres, true or false. D'accord? Donc, je vais mettre ici choisir la profondeur et ici échantillon. Est-ce qu'on fait un bootstrap ou pas? D'accord? Voilà, c'est plus explicite. OK? Et une fois que c'est fait, je vais maintenant entraîner le modèle. Il faut que j'entraîne l'algorithme en fait. D'accord? Je vais entraîner l'algorithme. Donc, je vais faire un if. Ça, c'est if classifier égale random forest. À l'intérieur de ce if maintenant, je vais faire un autre if. OK? Donc, if st sidebar. Je veux avoir un bouton d'exécution parce que par défaut dans Streamlit, lorsque vous changez quelque chose, ça fait que tout va changer. Tout dans l'application qui dépend de ce paramètre-là va changer automatiquement. Et ça fait que à chaque changement d'une petite chose, l'application se réexécute. Non, moi je veux pas avoir ça. Il faut pas avoir ça. Il faut avoir un bouton d'exécution. C'est-à-dire, ça va permettre à l'utilisateur de tout mettre, de tout définir comme paramètre et maintenant d'exécuter une fois qu'il a fini de tout définir. Ok, ça c'est on contrôle la réactivité de l'application. Donc avec un set, avec la méthode bouton, ok, je vais appeler ce bouton là exécution. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord, je vais l'appeler exécution. Et la clé sera classify. Donc qui égale classify. OK? Donc if donc st subheader, je vais mettre random. Attention, random forest result. D'accord? Random forest result, je vais mettre les résultats. Le modèle, je fais mon modèle random forest classifier. N estimator égale N estimator. D'accord? Voilà. Donc, l'hyperparamètre nombre d'arbres, c'est ça. Donc, pour ne pas prêter à confusion, je peux changer. Je peux écrire par exemple N arbre. N arbre. D'accord? Donc, N arbre. Et ici, je peux écrire profondeur arbre. Et Bootstrap, je le laisse comme ça. D'accord? Donc, profondeur arbre. Donc, ici, N estimator égale à N arbre. Et massDef égale profondeur arbre. OK. Et bootstrap égale bootstrap. Je ne l'ai pas changé. Donc, je peux changer voilà. Donc ici, ce sont les noms des hyperparamètres tels que c'est défini dans scikit-learn. Et moi, ce sont les variables que je leur attribue. Okay? Donc, j'ai défini mon modèle. J'ai fait une instantiation de l'objet random forest classifier. Je vais l'entraîner. Donc, modèle.fit avec quoi? Xtrain, Ytrain. D'accord? Alors, je vais entraîner le modèle. Maintenant, quand je fais ça, pour le moment, je n'affiche rien encore dans mon application.
Ça va faire l'entraînement, mais rien ne va s'afficher dans mon application. On est d'accord? OK? Rien ne va s'afficher. Or, justement, ce que je veux que des choses s'affichent dans mon application. Justement, je veux calculer des métriques de performance. Donc, je vais par exemple calculer l'accuracy. Donc, les métriques de performance. Donc, ça, c'est d'abord instancier, initialisation d'un objet random forest classifier. Je vais mettre les commentaires pour mieux comprendre. Entraînement de l'algorithme. D'accord? Et maintenant, calcul de métriques. Je vais calculer les métriques de performance. Ou bien faire la prédiction. Faire les prédictions. Dans les prédictions, je vais mettre YPRED. Vous savez comment ça se fait. Modèle. Point prédict tout simplement instest. D'accord? Et maintenant, métrique de performance ou bien d'évaluation. C'est comme vous voulez. Métrique de performance. Alors, je vais calculer toutes les métriques de performance, en tout cas pas toutes, mais celles qu'on connaît, à savoir accuracy, précision, recall. OK? Donc, accuracy, c'est très simple à calculer. C'est modèle.score. Je calcule ces métriques sur les données de test, bien sûr. .score y-test, instest y-test. Et je vais calculer aussi précision. Précision, j'ai une fonction précision score qui permet de calculer ça. Donc y-test, y-pred. D'accord? Y-pred. J'ai recall. J'ai aussi une fonction qui permet de calculer ça. Recall score. Y-test. Y-pred. D'accord? Je peux même arrondir, puisqu'il va m'afficher plein de virgules là. Je peux arrondir le résultat. Si je veux, j'arrondis le résultat à 2 chiffres après la virgule. Donc, point round 2 partout. Donc, point round 2. Point round 2. OK? Et ce n'est pas encore fini. Je les ai calculés, mais je ne les ai pas affichés. Afficher les métriques. Afficher les métriques dans l'application. Donc, STWhite tout simplement. J'affiche accuracy. Je vais mettre 2 points. J'affiche accuracy, la variable accuracy. Et je fais pareil pour les autres aussi. Ici, precision. Et j'affiche. Attention. Precision. OK. STWhite. Recall. Et j'affiche recall. D'accord? Alors, voilà, c'est bon. Je peux laisser le calcul tel qu'il est et c'est plutôt au niveau de l'affichage que je fais j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. On peut le faire comme je l'avais fait, mais je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, j'ai l'affichage. OK.
Je vais exécuter. Je fais CTRL S pour voir ce que ça donne dans l'application. Est-ce que ça donne quelque chose? Alors, si je fais SVM, je n'ai rien parce que je n'ai pas encore touché ça. Donc, on fait Random Forest et tout ce qu'on a fait pour Random Forest, on le répétera juste pour SVM et Logistic Regression. Pas de souci. Donc, je choisis Random Forest. Supposons, je choisis 100, le nombre d'arbres dans la forêt. Donc, je vais mettre 200 par exemple. 200. Profondeur maximale 3. Bootstrap, je vais mettre Force. Et je décoche, par exemple, je décoche ici, et je fais exécution. Il me dit Random Forest résulte et commence à tourner. D'accord? Ça tourne, on attend. Et il me donne les résultats. Accuracy 1, précision 0.78, recall 0.64. Bon, au lieu de mettre à 2 chiffres après la virgule, je vais mettre plutôt à 3 chiffres après la virgule, c'est mieux. 3 chiffres après la virgule. D'accord? Ok, parfait. Donc c'est bon, c'est en train de prendre corps. C'est parfait. Mais il reste les graphiques. Il reste les graphiques, c'est très important. Donc, on a les scores, les métriques, mais nous, on veut apprécier avec les graphiques. On va construire 3 graphiques. La matrice de confusion, la courbe entre précision et recall et la courbe ROC. C'est les trois graphiques qu'on veut construire. OK? Donc, je remonte un peu en haut. Je vais les mettre ici. Je vais mettre après le if. Je vais mettre graph perf pour dire graphique de performance. Ils seront dans un menu latéral aussi. Ce sera un multi-select parce que je veux donner la possibilité à l'utilisateur de choisir plusieurs graphiques en même temps. D'accord? Donc, je vais dire, dans le label, je vais dire choisir un graphique de performance du modèle ML. D'accord? Donc, pour analyser la performance du modèle ML. Il aura le choix entre, donc je mets ça dans un tube, il aura le choix entre une matrice de confusion, donc confusion confusion matrice, d'accord, la courbe ROC et enfin la courbe précision recall. Voilà. Donc ça, c'est les graphiques de performance que je veux choisir. Voilà. Et il faut les construire. Il faut pouvoir construire ces graphiques de performance et les afficher. Donc, étant donné que nous allons répéter par la même chose donc, pour les autres algorithmes, donc nous allons utiliser aussi les graphes de performance, ce serait mieux alors de construire une fonction qui affiche ces graphiques-là directement. Donc nous allons le faire. Nous allons construire une fonction qui affiche ces graphiques. Donc nous allons remonter en haut tout ça pour là on a chargé les données, train test split. Train test split, on peut placer notre code pour les graphiques de performance ici. Pour suivre une logique en fait. La logique est que on définit les métriques d'évaluation qui vont servir à évaluer le modèle en amont même de la modélisation. Dans un projet, vous vous concertez, en tout cas les experts, les data scientists avec l'équipe métier, identifient la métrique qu'ils vont utiliser pour vraiment analyser la performance du modèle en amont. D'accord? Il faut que le data scientist explique les différentes métriques de façon claire et puis c'est les expliquer à l'équipe métier
et ensemble, ils vont identifier la métrique adéquate. D'accord? Surtout quand on a un problème quand on est dans un problème de déséquilibre de classe comme ça, il faut bien choisir sa métrique. En ce moment, l'accuracy n'est pas souvent une bonne métrique d'évaluation. Donc c'est pour ça que je vais placer le code ici, même avant de commencer la modélisation. Donc je vais écrire analyse de la performance des modèles. Donc ici, on va construire une fonction qui s'appelle, on va le nommer plot métrique par exemple, et qui va prendre une liste de, bien je vais l'appeler plot performance, plot perf par exemple, et prend une liste de métriques, ok, ou bien graphe, je vais mettre graphe, d'accord. Alors, if, sachant que il choisit entre quoi et quoi, il choisit entre confusion matrice, ROC curve, d'accord. Donc je vais dire if je vais prendre exactement tel que c'est écrit ici. If confusion matrice in graph, ok. If confusion matrice in graph, st sub header, on va afficher confusion matrice. Donc, matrice de confusion. Donc, je mélange anglais-français, c'est pas forcément une bonne méthode. Et j'ai une fonction de scikit-learn qui me permet de construire ma matrice de confusion facilement. Donc, plots, confusion matrice, elle prend en argument le modèle, isTest, yTest, d'accord, et c'est bon. Donc, modèle, isTest, yTest, ok. Et on fait la même chose pour le reste. Donc, je copie et je colle. Cette fois-ci, ça sera if, par exemple, ROC curve in graph. Donc, courbe ROC comme sous-titre. Et là aussi, j'ai une fonction qui me permet de le faire. Donc, cette fois-ci, c'est plot ROC curve. Donc, franchement, scikit-learn, c'est non seulement très facile d'utilisation, mais c'est vraiment comme du low code. Ça nous permet d'écrire moins de code parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui existent déjà qui nous permettent de tracer des choses, de faire plusieurs choses à la fois. OK? Alors, j'ai construit, mais je n'ai pas affiché. Attention. Donc, st pyplots pour afficher. Donc, pyplots qui stpyplot, en fait, c'est l'API qui va appeler matplotlib pour afficher moi mon graphique. Ok. Donc ici aussi, je mets st.pyplot. Voilà. Et je fais pour le dernier graphique. CTRL-C toujours. Tac. Donc, le dernier graphique, je l'ai appelé comment? Précision recall curve.
précision recall curve, tac, courbe, précision recall, ok. Et là aussi j'ai une fonction, c'est plot précision recall curve, modèle xtest, ytest, stpyplot, voilà. Et là j'ai ma fonction qui va permettre de tracer les graphes, plotpef graph, d'accord. Voilà. Alors ici, après avoir affiché les métriques dans l'application, je peux maintenant afficher aussi, je peux afficher les graphiques de performance. Plots, perf, plot perf quoi? Graph, non? Mm, 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 mm. Alors, j'ai donné la possibilité à l'utilisateur de choisir, voilà, graph perf dans le multi-select, voilà, plot perf, graph perf, voilà. Ok, je fais CTRL S et on va voir ensemble ce que ça donne. Euh, alors, donc on recommence. SVM, il n'y a encore rien. Logistique régression, il n'y a encore rien. Afficher les données brutes, c'est bon. Si nous affichons Random Forest, voilà, nous avons les choses. Donc je vais laisser 100, profondeur maximale 3, force. Choisir un graphique de performance du modèle. Je vais choisir par exemple, je vais choisir les trois pour voir si les trois fonctionnent bien. Je fais exécution. Il tourne, il m'affiche Random Forest Result. Alors, j'ai une erreur. Qui dit Pipeload global use warning you are calling without any argument after December 1st. We will remove the ability to do this as it requires the use of matplotlib global figure object which is not thread safe. To future-proof this code, you should pass in a figure as shown below. stpplot. You can disable this warning by disabling the config option deprecation show machin false or in your Streamlit config. Donc ça c'est un warning en fait. Donc si je comprends bien en fait, ils veulent juste que je crée des variables et que je les mets dedans. Mais sinon, les courbes ont l'air de bien s'afficher quand même. Sauf peut-être la courbe. J'ai l'impression qu'il y a la courbe ROC qui ne s'affiche pas. Je vais revoir mon code. Donc, tel que c'est dit dans le warning, je fais plot confusion matrice. Je suis pas sûr que c'est ça, mais on va essayer. Fig 1, tac, stpplot fig 1, ROC curve, ROC in graph, st machin, fig 2 égale stpplot fig 2, ok, et ici fig 3 égale et st fig 3, stpplot fig 3. Je fais CTRL S, je retourne voir,
Je réexécute. Ah oui, as not objet, c'est figure. Ok, ben ça ne marche pas comme ça. Euh, je vais remettre comme c'était parce que apparemment il ne permet pas la sauvegarde. Permet pas la sauvegarde. Et si je fais ça, stpipload et que je mets directement, à l'intérieur, je fais CTRL X et je le mets directement à l'intérieur ici. On va voir ce que ça va donner. Donc, ici, tac. Ce n'est pas une erreur, c'est juste, voilà, ils ont fait des mises à jour. Je sais pas, il y a des fonctions qui sont dépréciées, voilà, qui ne marchent plus. Ils disent en fait que la fonction pipeload là ne prend, on l'a appelée sans argument, alors que depuis un certain temps, pour en fait utiliser cette fonction, il faut lui passer un argument forcément. D'accord, ce n'est que ça. Donc, moi je vais essayer de mettre directement le code du graphique pour voir si ce warning va disparaître. Donc je reviens dans l'application, je réexécute. Toujours même chose, d'accord. Ok. Donc ce n'est pas grave. Je vais remettre tel que c'était. Je vais remettre tel que c'était tranquillement. Euh, c'est pas bien grave. De toute façon, il nous avait proposé un code pour supprimer ce warning. On va juste utiliser ce code là. Donc tac. Je remets le code là. Et ici aussi. CTRL INS. Voilà. L'autre précision. Voilà. Super. Je fais CTRL S. Et je réexécute. Je fais CTRL S. Je vais réexécuter l'application. Il va m'afficher le warning encore. Ils ont dit you can disable this warning de ici en faisant ça. Donc, je vais faire copier et je vais coller ça au tout début du code. Donc ici, CTRL S. Je vais réexécuter pour voir. Voilà, le warning a disparu. Donc matrice de confusion, coupe, précision, recolle. Et il y a une coupe que je ne vois pas, ROC, je ne vois pas la coupe ROC, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'affiche pas. Je reviens dans le code. Dans plot, spef, graph, ROC, curve, je pense que c'est à cause de ça. Regardez. Ici, non, ici, choisir un graphique de performance du modèle ROC curve. Regardez comment je l'ai écrit. Ah, c'est le curve, c'est avec un C minuscule. Donc, il cherche, il ne trouve pas. Donc, je remets le R. Voilà. CTRL S. Si je reviens dans l'application et que je réexécute,
Tourne, matrice de confusion, coupe ROC, coupe précision recolle, c'est parfait. Ok. Donc, on vient de faire l'exemple pour Random Forest et comme vous vous en doutez, il suffit qu'on copie le code de Random Forest, qu'on le copie pour faire SVM en changeant ce qu'il faut changer bien sûr et aussi pour régression logistique, c'est tout. Je peux dire, je vous le laisse en exercice et vous le faites. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire en exercice. De toute façon, je vais donner le résultat, ne vous en faites pas. Mais je vous invite à mettre pause à la vidéo, essayez de le faire vous-même et remettre la vidéo pour voir le résultat. Mais avant cela, regardez au niveau de la matrice de confusion, il y a quelque chose 0, 1, 0, 1. Voilà. 0, c'est pour indiquer une transaction non frauduleuse et 1, c'est pour indiquer une transaction frauduleuse. Mais en fait, en réalité, les utilisateurs peuvent ne pas comprendre tout d'un coup. Donc, il faut écrire un label qui soit vraiment beaucoup plus explicite, en fait. OK? C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais créer un label beaucoup plus explicite, d'accord? Pour que l'utilisateur puisse comprendre directement. Donc, par exemple, après mon train test split là, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, mais juste ici, je peux créer une variable, pardon, que je vais nommer class names, qui va prendre une liste, qui est une liste en fait de valeurs. Première transaction, je vais noter ça par T point. Transaction authentique. Authentique, j'espère que c'est comme ça. TH, je pense. Transaction authentique. Non, TI. En tout cas, peu importe. Et après, transaction frauduleuse. Frauduleuse. OK. Et où est-ce que je vais les utiliser? En fait, si vous connaissez les fonctions plot, confusion, matrice, etc., il y a un argument en fait pour définir le labels en fait. Définir le labels. Donc c'est au niveau, je pense que ça s'appelle labels d'ailleurs. Labels, je sais plus, non. En tout cas, il y a l'argument pour définir en fait euh, le labels. Donc, je pense au niveau de la matrice de confusion surtout, il y a une astuce toute simple pour voir les arguments. Donc, vous venez là. Il n'affiche pas la documentation automatiquement. Je sais pas. Display. Display labels. Bon, je ne sais pas l'argument que je dois utiliser, mais je peux demander tout simplement à Google. C'est aussi simple que ça. Escale. Donc, plot confusion matrice, tu as ici estimator, donc le modèle, test, y pred, c'est même y pred, non, y test, donc test, y test, display labels, voilà, c'est display labels. Display labels, qu'est-ce qu'il fait? Display label target name used for plotting. By default, label will be used. It is defined otherwise. The unique labels of eGetTo will be used.
Donc, nous, on sait que nos deux modalités de notre variable, si c'est 0, 1, 0 transaction authentique et 1 transaction frauduleuse. Donc, on va utiliser ça ici. Donc, display label, j'espère que je l'ai bien écrit. Bon, pour être plus sûr, je vais juste copier ça. CTRL C et venir le mettre là. Égal class name. Class name. Ok. Donc, voilà. Et c'est bon. CTRL S. Je vais aussi l'utiliser quelque part ici au niveau des prédictions. Précision au niveau des donc accuracy, model score, int test, y test, precision score, y test, y pred, je peux mettre labels égal class name, d'accord, et ici je peux aussi mettre labels donc égal class names, d'accord, pour le record score aussi. Ok, je fais CTRL S. Je reviens au niveau de mon application. Oh là là, mon ordinateur décolle. Je réexécute. Donc, accuracy, précision. Vous voyez ici, ma matrice de confusion, elle est beaucoup plus explicite maintenant. Transaction authentique, transaction frauduleuse, transaction authentique, transaction frauduleuse. D'accord? Donc, le 0, c'est pour les transactions authentiques, donc les transactions qui ne sont pas des fraudes. Et le 1, c'est pour les transactions frauduleuses. OK? Voilà, j'ai ma matrice de confusion, j'ai la courbe ROC, j'ai la courbe précision recolle. Très bien. Donc cela n'a rien changé au niveau des accuracy, le fait que je fasse display. Donc on peut s'en passer. On peut s'en passer. Voilà. Donc j'ai déjà le résultat en fait pour un algorithme. Donc voilà, vous voyez, en quelques temps, si j'enlève les explications que je donne, franchement, c'est quelque chose qui peut être développé maxi 1 heure, quoi. Vous avez fini de développer ça. Et ce que ça va donner comme impact, comme valorisation à votre travail en entreprise, c'est énorme. Parce que même les non-techniques pourront s'amuser à jouer avec les hyperparamètres et à voir comment la métrique de performance se comporte et à analyser les graphiques. OK? Voilà. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire pour SVM et logistique régression. Donc, faites-le comme exercice. Mettez pause à la vidéo. Je vous invite à le faire. Vous suivez les mêmes étapes et vous le faites. Et vous remettez play à la vidéo pour voir le résultat. Donc, chers amis, j'espère que vous l'avez fait. Maintenant, on va voir le résultat ensemble. Alors, on vient de faire Random Forest. Donc là, c'est Random Forest jusque là. J'ai bien envie de copier ça. OK. Et de le coller quelque part. Euh, je vais me mettre là. Et je vais le coller. Je vais faire quand même. Attention.
CTRL V. OK. Donc, Random Forest est là. Et j'ai aussi Random Forest que je viens de copier en fait, de coller. Voilà. Alors, on va avoir la lourde tâche de remplacer les choses. Ici, par exemple, on va dire régression logistique. Régression logistique. D'accord? Donc, si c'est la régression logistique, donc classifieur égale. Classifieur, vous vous rappelez, c'est cette variable-là. D'accord? Ça prend soit random forest, SVM ou bien logistique régression. Donc, je dois écrire exactement de la même manière. Donc, je viens là, je fais régression logistique. Là, je. Voilà. Classifier égal logistique régression. Set by hyperparamètre du modèle. Ça ne change pas. OK. Alors, régression logistique, je n'ai pas de truc là. Je n'ai pas un arbre. D'accord? Moi, ce que j'ai, c'est un paramètre C. Donc, hyperparamètre C. Ok, je peux le mettre comme ça. Hyperparamètre C. Ou bien hypc. D'accord? Hyperparamètre C. Ce sera un nombre input aussi. C'est un nombre décimal. Donc, un nombre input. Donc, choisis le paramètre de régularisation. Donc, paramètre, choisis la valeur du paramètre de régularisation. OK. Alors, je vais mettre comme en valeur par défaut 0.01 et 10.0. D'accord? Comme je n'ai pas besoin de mettre step. Hein. Je ne mets pas step. Je laisse comme ça. Je vais quand même vous montrer la documentation sur ce. Qu'est-ce que sklearn dit sur ce paramètre-là. Logistique regression sklearn. Et le C il est là. Inverse of regulation string must be a positive float. Okay, like in super vector, smaller value specific stronger régularisation. La valeur par défaut c'est 1, d'accord, et ça doit être un nombre décimal. Ça doit être un nombre décimal positif, ok. La valeur par défaut c'est 1. Moi je le fais varier de 0.01 à 10, ok. Donc je reviens. Je peux même mettre, bon je le laisse comme ça, hein, d'accord. Et après j'ai le nombre maximal d'itérations. Donc, mass iter. N, je vais nommer ça N mass iter. Le nombre maximal d'itérations, là aussi, c'est un décimal. D'accord? Donc, un décimal, nombre maximal d'itérations. Choisis le nombre maximum d'itérations. OK? Le nombre maximum d'itérations, donc je vais mettre le minimum 100 et le maximum, je vais mettre 1000 par exemple. 1000. OK. Je vais aller, j'oublie le step. Sinon, je peux aller de 10 en 10 par exemple. Step égale 10 par exemple. Je peux aller de 10 en 10. OK. Ce sont les deux hyperparamètres que moi je vais essayer pour régression logistique. Si je regarde la documentation, regardons ensemble la documentation pour voir s'il y a
un autre par exemple. Ben, on va le laisser comme ça. Donc, je prends les deux là. OK. Et ensuite, traîne, on a notre graphe perf. Choisis un graphique de performance du modèle confusion matrice, ROCK, précision recall. OK, tout ça c'est bien. If st set bouton exécution qui égale classify, st subreader logistic regression results. Logistic regression result. CTRL S. Initialisation d'un objet logistique régression. D'accord. Donc, mon modèle ici, c'est un modèle de régression logistique et non de random forest. Donc, ça s'appelle logistique régression tout simplement. Et mon paramètre C, d'accord, C égale, je vais mettre ipc. Et masse iter, hyperparamètre nombre maximal d'itération ici est égal à n masse iter. Donc c'est les deux paramètres que je veux regarder. Il y a une chose que j'ai oublié qui est quand même important, c'est le random state au niveau de forêt aléatoire là. Donc random state, il va toujours être là. Random state égale seed pour m'assurer de la reproductibilité des résultats. Et donc, je pense au niveau de régression logistique aussi, il y a un random state. Donc, je mets toujours le seed. Très bien. Voilà. Donc, j'ai initialisé un objet logistique régression. Je vais l'entraîner. C'est pareil. Je fais le YPRED. C'est pareil. D'accord. Les métriques de performance. C'est pareil. C'est ce qui est génial. Afficher les métriques dans l'application. Tac, tac. Afficher les graphiques. Impec. D'accord. Donc, le reste n'a pas changé. OK. Et je fais CTRL S. Je vais essayer pour voir. Logistique. Bon, quand j'ai SVM, je n'ai pas encore touché. Donc, logistique régression, choisis la valeur. Bon, j'ai mal écrit valeur, c'est pas grave. Du paramètre de régularisation, choisis le nombre maximum d'itérations 100. Choisis une, voilà. Donc, ici, je vais par exemple choisir 1. Le nombre maximum d'itérations, je vais choisir par exemple 500. Je peux avancer comme ça. Hein. Graphique, je vais mettre tous les graphiques pour voir est-ce qu'il y en a un qui ne marche pas. On ne sait jamais. Exécution. Il va tourner, tac, il me calcule les choses et j'ai les résultats. Vous voyez que c'est différent de Random Forest. D'accord? Donc, j'ai les résultats aussi. Je peux varier, je peux diminuer par exemple. Il va me recalculer les choses. Il faut que j'appuie exécution à chaque fois quand même. Voilà, je peux augmenter. Je vais mettre ça là par exemple à 10. Et ceci à 1000 et voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je peux faire des choses comme ça. Très bien. Et finalement, il reste, pour finir, SVM. D'accord? SVM. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste encore copier ça. CTRL C. Et faire la même chose avec SVM. D'accord? Donc ici, ce sera Super Virtual Machine, SVM.
If classifier, je l'avais nommé comment? Je pense que je l'avais nommé SVM tout simplement. Hyperparamètres du modèle. Alors, au niveau de SVM, quels sont les hyperparamètres que j'ai? Je vais avoir la régularisation toujours, donc le IPC, donc lui il ne va pas changer. Et je vais avoir le kernel, donc tout ça vous pouvez voir ça dans la documentation de scikit-learn, hein. Donc je vais avoir le kernel, donc, le kernel égale st sidebar. Ça c'est un radio, je vais faire un radio, d'accord. Ça sera RBF ou bien linéaire, d'accord. RBF ou bien linéaire, donc choisir le kernel comme label, je vais mettre choisir le kernel, ok, et les valeurs possibles dans un tube, donc soit c'est RBF ou soit c'est linéaire, et c'est pas moi qui l'invente, hein. On peut regarder la documentation. De toute façon, si vous êtes data scientist et que vous êtes incapable de regarder la documentation, c'est que voilà, vous ne pouvez jamais être un bon data scientist, hein. Ça c'est clair. SVM, euh, je regarde la documentation. Qu'est-ce qu'on dit du kernel? Là, il y a le C, c'est la même chose que régression logistique. Il y a le kernel hyperlinéaire, poly, RBF, sigmoïde, machin, machin. D'accord? Donc nous, on va choisir linéaire, RBF. On peut tout mettre, hein. Franchement, on peut tout mettre. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais mettre linéaire, poly, RBF, sigmoïde, préconfig. D'accord? Donc vous pouvez tout mettre. Moi, je vais m'arrêter à linéaire, RBF. Linéaire RBF. Tac, tac. Et quoi encore? Comme on va faire le gamma. Le gamma, c'est quoi déjà? Le gamma scale auto. Poly, gamma égale scale, il passe bon, ça peut être aussi important comme hyperparamètre. Donc, on va faire gamma. St sidebar. On va faire un radio toujours. On peut choisir, on va dire, choisir une valeur on va mettre gamma par exemple, tout simplement. D'accord? Et comme valeur, on a dit scale et auto. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre trois hyperparamètres. J'ai le graph perf. Ok. Choisir un graphique de performance. J'ai if st sidebar exécution qui est sidebar, donc SVM résulte ici. Support vector machine résulte. Ok. SVM. SVM pour les intimes. Et je vais initialiser un objet SVM en sachant que c'est SVC en fait. Donc, SVC dans scikit-learn. Donc SVC pour la classification, supervecteur pour la classification. C égale à ipc. Kernel égale kernel. Et gamma égale gamma. Tout simplement comme cela. Après, le reste est pareil. Entraînement, modèle fit, instream, Y, prédiction. D'accord. Métrique de performance. Afficher les métriques dans l'application. Afficher les graphiques de performance. Tout est pareil. Je fais CTRL S. Je vais voir ce que ça donne dans l'application. Donc, SVM. Voilà.
j'ai choisi la valeur du paramètre de régularisation. Pourquoi me mettre systématiquement 10? Quel paramètre? Comment j'ai mis les paramètres à ce niveau? Au niveau du IPC. Bon, c'est pas ok, il n'y a pas de souci. Donc, je peux mettre 1 par exemple. Voilà. Choisir lequel je vais mettre linéaire et scale. Et je vais exécuter. Mais SVM, ça prend du temps, hein. Ça prend vraiment du temps. Donc, je vais mettre pause à la vidéo. Après quelques minutes, les résultats s'affichent. Donc, nous voyons que nous avons aussi la matrice de confusion. Nous avons les trois métriques que nous avons calculées, accuracy, précision, recall. Nous avons la matrice de confusion, nous avons la courbe ROC et nous avons la courbe précision, recall. D'accord? Et l'utilisateur peut s'amuser à varier les choses et réexécuter pour voir s'il n'y a pas d'amélioration. Donc, nous voici au terme de ce tutoriel où vous avez appris à construire, à exécuter en fait un projet de machine learning directement dans Streamlit. Et ça, c'est très important. C'est une compétence majeure en entreprise parce que le tout ne suffit pas de construire votre modèle, mais il faut que les gens comprennent aussi comment votre modèle fonctionne et que les gens puissent interagir avec votre modèle. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer ce type d'application. Donc, vous pouvez faire des menus. J'ai fait une vidéo Streamlit sur comment faire des menus dans son application. D'accord? Construire plusieurs pages dans une même application. Ça veut dire combiner plusieurs applications en une seule. Vous retrouvez la vidéo qui s'affiche là à l'instant, en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez aussi déployer cette application directement sur le serveur de Streamlit. Vous pouvez le déployer en ligne afin de partager l'URL à qui de droit. Donc, c'est ça que nous allons voir dans la deuxième partie de ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification parce que plein de vidéos, je vais réaliser plein d'autres vidéos intéressantes sur le machine learning. Et n'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de partager les vidéos dans votre réseau, de nous rejoindre dans le groupe WhatsApp Real Pro Data Science pour apprendre encore davantage la data science en milieu professionnel. Merci et à bientôt.